Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Nous sommes mardi 8 février. Voici les titres. Les étalons du Burkina à Kosiama, rentré hier du Cameroun, où il a pris part à la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Le 11 national a été reçu par le président du Faso. Bilan de son parcours et félicitations était à l'ordre du jour. Et en rapport avec cette actualité, nous avons sur ce plateau notre chef de desk à sport, Bessongré John William Somda, pour une analyse professionnelle approfondie de la participation des étalons à cette CAN 2021. Création d'un commandement des opérations du Théâtre national pour les besoins de la défense et de la sécurité dirigé par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Quelles peuvent être les implications d'une telle entreprise sur les citoyens? Doit-on redouter une limitation de liberté? L'expert en sécurité Mahmoudou Sawadogo vous dit ce qu'il en pense. Et puis, au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga accuse la France d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Cette nouvelle charge, le Premier ministre malien l'a formulée devant des diplomates en poste à Bamako. Nous démarrons avec cette visite des étalons chez le président du Faso. Les poulains de Kamomalo ont été reçus en fin de matinée de ce 8 février par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Fraîchement rentré du Cameroun, l'équipe nationale de football avec à sa tête le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bonsé, a présenté au chef de l'État les résultats de sa participation à cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a félicité les étalons pour leur parcours. Après leur accueil lundi à l'aéroport de Ouagadougou par le public sportif, les étalons du Burkina Faso des retours de la 33e Coupe d'Afrique des Nations reçoivent ici au palais de Kosiam les honneurs et les encouragements de la nation. La délégation conduite par le président de la Fédération burkinabé de football, après avoir dressé le bilan de la participation du Burkina Faso à la fête du football africain, a reçu les félicitations du président du Faso qui retient un bilan mitigé. Pour le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, cette expérience doit servir de leçon pour les prochaines compétitions. Quand on subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous. C'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. Un message du chef de l'État qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On apprend beaucoup de cette CAN. On sort grandi de cette CAN. On doit prendre toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. Pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, donc c'est un objectif majeur pour nous, il faut que nous y soyons. Donc nous allons nous préparer pour cette compétition-là. Et nous nous sommes aussi fixés comme objectif, parce que c'est très important. Aujourd'hui, au niveau du classement africain des équipes nationales, le Burkina est 11e. Et je pense personnellement avec cette matière que nous avons, parce que nous avons d'excellents joueurs et on a la chance qu'ils sont jeunes. J'ai dit tout à l'heure que la moyenne d'âge c'est 22-23 ans. Donc notre objectif c'est de faire partie très rapidement du top 3 des pays africains en football. Le président du Faso a réitéré la disponibilité du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à accompagner la préparation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en terre ivoirienne. Il a aussi rassuré quant aux efforts déployés pour la normalisation du stade du 4 août. Comme annoncé tantôt, je suis en compagnie de Bessongré John William Somda. Il est le chef de desk sport de Twi TV. Bonsoir William. Bonsoir Cynthia. Bienvenue sur le plateau du 20h. Merci à tous les téléspectateurs de Twi TV.
Alors, la toute première question, c'est de savoir comment est-ce que William il va après cette mission, après ce voyage. Est-ce que vous vous remettez de votre fatigue? Je pense qu'on va bien. La preuve, on est sur ce plateau. Il faut vite se remettre des émotions qu'on a pu vivre à Yaoundé. La CAN, c'est fini. Il faut donc se replonger tout de suite au travail. Il faut se remettre dans l'esprit de satisfaire les téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs de Truth TV. Je pense que c'est ça le plus important. Vous parlez d'émotion. Effectivement, de l'émotion, il y en a eu durant cette CAN en 2021. Nous avons tous suivi le match de classement donc, des étalons face au Cameroun, pays organisateur. Et malheureusement, pour les étalons, nous savons comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle contre-performance? Je dirais qu'aucun esprit cohérent ne peut vous expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé que les étalons se sont fait remonter 3 buts face au Cameroun. Il s'est passé également que les étalons à qui la 3e place tendait les bras ont laissé filer donc on va dire ce titre-là. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut arriver à comprendre. Ça arrive régulièrement en football. On peut perdre des matchs qu'on avait pourtant en main. Et en ce qui concerne les étalons, je pense qu'ils ont payé le prix de leur jeunesse, ils ont payé le prix de leur naïveté, parce qu'une équipe plus expérimentée, une équipe plus aguerrie aurait certainement tenu au moins le résultat final. Certainement que le Cameroun aurait peut-être pu réduire l'écart, mais une équipe beaucoup plus mature aurait certainement tenu le résultat. Les étalons, je disais tantôt, payent le prix de leur inexpérience et le prix de leur naïveté. Donc les Burkinabés ne doivent pas leur en tenir rigueur. Non, il y a des circonstances atténuantes. Bien sûr, il y a plein de circonstances atténuantes. Le sélectionneur d'abord, Kamou Malo, c'est sa première CAN. Il n'a jamais fait une CAN aussi bien en tant que joueur qu'aussi bien qu'en tant qu'entraîneur. Vous prenez la ligne défensive, il n'y a que Steve Yago et Issoufou Dayo qui ont déjà disputé une CAN. Ça fait 2 sur 4, ça fait 50%. Au milieu, il n'y a que Blati qui a déjà joué un match de CAN en débutant comme titulaire. Les autres jamais. Gustavo Sangaré, c'est sa première CAN. Adama Guira était de l'équipe en 2015 et 2017, il n'a jamais joué une seule minute. Vous prenez aux avant-postes, quand vous en avez Bertrand, les autres, aucun n'a pris part à une phase finale hormis Cyril Bayala. C'est une équipe à 75% jeune, c'est une équipe à 75% inexpérimentée, y compris aussi bien chez les joueurs que chez l'entraîneur. Je pense que pour un pays comme le Burkina, atteindre le dernier carré d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une performance, à mon avis, exceptionnelle qu'il faut encourager. Maintenant, ce qui est arrivé lors du dernier match, je dis, c'est pas la première fois. On a déjà connu en 98, ça nous arrive en 2022, ça veut dire que ça peut encore nous arriver, mais je pense que cela en rien n'entache le bilan global des étalons. Je pense qu'ils ont fait une bonne CAN. Mais justement, en parlant du bilan, au regard de ce que vous donnez comme argument, au regard aussi du parcours des étalons, quel est le bilan qu'on peut dresser? Bilan satisfaisant. Oui, très satisfaisant. Je pense que pour une équipe en reconstruction, il ne faut pas oublier que quand on compare l'équipe du Sénégal à celle du Burkina, le Sénégal qui était à la CAN 2015 et qui est sorti, on va dire, très tôt de la compétition, à l'image du Burkina à l'époque, l'équipe du Sénégal a gardé 60% de son ossature. En 2015 et 2022, le Burkina a perdu 70% de l'ossature de 2015. Donc c'est deux équipes aux trajectoires totalement différentes. Mais on se retrouve ensemble dans le dernier carré. Le Sénégal a des joueurs de classe mondiale, pas le Burkina. Sadio Mané, c'est un joueur de classe mondiale. Kalidou Koulibaly, c'est un joueur de classe mondiale, considéré parmi les tout meilleurs défenseurs en Europe. Le Burkina, si vous m'enlevez à un degré moins de Bertrand, c'est des joueurs en devenir. Dango Ouattara, on oublie que c'est un gamin né seulement en 2002. Il n'est pas le seul. Cheikh Djibril Ouattara, c'est un gamin né en 2002. Ils ne sont pas les seuls. Edmond Tapsoba, il est de 99. C'est des gens qui n'ont même pas vu la CAN 98. Au contraire des joueurs sénégalais qui, pour certains, soit ils l'ont vu, soit ont certainement vu des images. Je pense que c'est une CAN, à mon avis, satisfaisante. Le Burkina a l'avenir pour lui. Il suffit seulement qu'on ne jette pas le bébé et l'eau de bain, qu'on sache s'appuyer sur ce qu'on a eu cette année pour peut-être, on va dire, des expériences encore meilleures. Moi, je ne parle pas de la CAN 2023 parce que ça me semble trop proche, mais je pense qu'il y a 2025 et 2027. D'accord. Et justement, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de tout ça, de cette expérience, des enseignements aussi bien au niveau du sélectionneur Kamou Malo, au niveau des joueurs eux-mêmes, les étalons? Je pense que le premier enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'il faut faire confiance à l'expertise nationale. Et là, je pense par le coach. On est resté pendant de nombreuses années à se trouver des entraîneurs qui venaient d'un peu partout, mais pour des résultats qui n'atteignent pas forcément ce que Kamou Malo a fait. Avec les mêmes moyens, je ne suis pas persuadé qu'un entraîneur expatrié aurait atteint les mêmes résultats. Je pense qu'aujourd'hui, il est l'objet de multiples critiques. On lui reproche la gestion catastrophique de ce match face au Cameroun. Mais moi, j'ai un peu envie de dire aux gens qu'en 98, nous avions Philippe Troussier sur le banc. C'était un entraîneur aguerri, c'était un entraîneur expérimenté.
Mais cela ne nous a pas empêché de prendre 3 buts face à la RDC à 3 minutes de la fin. Alors, je pense qu'il faut faire confiance à Kamou Malo. Il faut lui accorder encore plus de crédit. Il faut l'aider à se remettre rapidement au travail parce que 2023, c'est pas loin. On peut encore refaire les mêmes résultats. Et puis pour les joueurs, je pense que c'est une belle expérience. Il faut arriver encore à leur donner beaucoup plus confiance en eux-mêmes parce que lorsqu'on dispute des matchs comme celui de la 3e place et qu'on se fait remonter par l'adversaire, on perd facilement confiance, on perd facilement ses repères. Je pense qu'il faudra travailler à amener ces étalons à avoir encore plus confiance en eux, à dégager encore plus de sérénité. Et je le disais tantôt, le Burkina allait à la CAN avec l'une des équipes les plus jeunes. On a l'avenir pour nous. Il faut se remettre au travail. Je pense que ça va venir un jour. Ça va venir un jour. Mais je ne sais pas quand. Vous l'avez dit tantôt, Kamou Malo est beaucoup critiqué, malheureusement, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. Les Burkinabés sont très difficiles vis-à-vis de ce sélectionneur. Est-ce que vous avez un petit mot? Qu'est-ce que vous pensez du devenir de ce sélectionneur burkinabé? Alors, Cynthia, je dirais que la fédération est libre dans ses choix. La fédération peut choisir qui elle veut. Mais je pense qu'avec Kamou Malo, la fédération a fait déjà 50% de ce qu'elle envisage faire à long terme, à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sa première CAN. Des erreurs, il en a commis. Il va encore en commettre, ça c'est une certitude. Kamou Malo commettra encore des erreurs. Mais pour celles qu'il vient de commettre à Yaoundé, je pense qu'il ne les recommettra plus. Mon avis, il est personnel. Il faut garder ce sélectionneur. Il faut l'aider à renforcer son staff. Il faut l'aider à renforcer ses compétences. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kamou Malo, c'est un pur produit du système burkinabé. Il a joué ici au Burkina. Il n'a jamais été professionnel. Depuis qu'il entraîne depuis plus de 20 ans, il n'a jamais connu d'expérience à l'étranger. C'est sa toute première expérience. Aliou Cissé qui remporte la CAN avec le Sénégal. En 2017, il sort en quart de finale. En 2019, il fait la finale. En 2022, il remporte. Kamou Malo, pour sa toute première expérience, il fait quoi? Il fait 4e place. Je pense qu'il faut faire confiance à cet entraîneur. Il faut lui permettre de continuer à travailler, à rajeunir ce groupe, à avoir une équipe à son image. On peut tout reprocher à Kamou Malo, mais il y a une seule chose qu'on peut lui enlever, c'est que c'est un entraîneur convaincu, qui reste fidèle à ses principes. Et cela, je dis, c'est la marque des grands entraîneurs. Ils meurent avec leurs principes. Et Kamou Malo, à cette CAN, je dirais qu'il est mort avec ses principes. Et il faut lui faire confiance. D'accord. Donc, on va rester sur ça. Il faut lui faire confiance. Merci beaucoup, William, pour cet apport. À la lecture donc de la participation des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et avant de vous laisser partir, je rappelle que vous êtes le chef de Desk Sport de Tri TV. Et puis nous continuons ce journal. Le 4 février dernier, le président du MPSR procédait à la création d'un commandement des opérations du Théâtre national pour les besoins de la défense et de la sécurité. Une structure qui sera dirigée par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, dont le pouvoir s'exercera sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des VDP. Ce dernier a également plein pouvoir de réquisitionner et d'utiliser des services des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations. Du coup, faut-il craindre une restriction des libertés des citoyens? La création de ce commandement des opérations du Théâtre national était-elle vraiment nécessaire? Élément de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes de Bambara. Mahamoudou Sawadogo, expert en sécurité, salue la création d'un commandement des opérations du Théâtre national par le président du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Pour ce dernier, la situation sécuritaire du pays l'imposait et la mise en place de cette structure permettra de pallier le déficit d'unicité de commandement décrié depuis des années. Le problème qu'il y avait avant la mise en œuvre de ce commandement-là, c'était que les forces étaient dispersées, les forces étaient éparses et chacun avait sa conception dans la lutte contre le terrorisme. Ici, on aurait une vision commune, une vision qui sera impulsée par le commandement des opérations du Théâtre national. Et donc, on aura un objectif. Alors qu'avant, chaque corps avait ses objectifs, chaque corps avait sa vision qui ne cadrait pas forcément avec la vision commune. Donc ça, c'est vraiment un avantage. L'autre avantage, c'est que les forces vont pouvoir se compléter et aussi pallier aux faiblesses des uns, des unes et des autres.
Cette institution, créée pour les besoins de la défense et de la sécurité, est chargée de planifier et de conduire les opérations sur le terrain. Elle est également chargée de la coordination de la défense civile ainsi que de la réquisition et de l'utilisation des services des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations conformément au décret présidentiel. Faut-il alors craindre une restriction des libertés des citoyens? Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes en guerre. Et lorsque nous sommes en guerre, il y a des mesures exceptionnelles que nous devons utiliser aussi pour atteindre nos objectifs. Donc, si ça nécessite une réquisition, eh bien, je pense que c'est la bienvenue parce que la loi même autorise des réquisitions en cas de flagrant délit ou en cas de nécessité, lorsque le péril de la nation est en jeu. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, nommé commandant de cette structure, exerce son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des VDP ainsi que leurs moyens engagés sur le théâtre. Il répond par ailleurs du chef de l'État, une manière de faire qui, selon l'expert en sécurité, est la plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est le besoin pour le chef d'État ici d'être en contact direct avec les opérations, d'avoir l'information en temps réel et de pouvoir rapidement répondre aux soucis, aux problèmes pour que ça ne s'envenime pas ou pour que la situation ne se dégrade pas parce qu'il se dit garant de la sécurité de la nation. Vous savez que ça allait être difficile par exemple pour la gendarmerie de donner des ordres à la police ou pour la police de donner des ordres à la gendarmerie ou à l'armée. Mais là, ils seront sous la coupe d'une seule autorité qui sera chargée effectivement de donner des ordres et tout le monde va exécuter étant donné qu'il a les pleins pouvoirs pour faire exécuter ces ordres. Et il aura l'appui du commandement qui est le chef d'état-major général des armées et les différents chefs d'état-major qui sont les chefs d'état-major de la gendarmerie, de l'armée de terre et puis de la BNSP. Pour Mahamoudou Sawadgo, l'Agence nationale des renseignements aura un rôle capital à jouer dans la réussite de la mission du commandement des opérations du théâtre national. La bonne collaboration entre les deux structures permettra de résoudre des problèmes de lourdeur et partant faciliter le travail des troupes sur le terrain qui pourront désormais anticiper sur l'action des groupes armés terroristes. 8 ans après, l'histoire se répète pour le Burkina Faso. Le pays est de nouveau plongé dans un processus de transition. Et tout comme en 2014, une commission est mise en place pour la rédaction en 2 semaines de la charte de transition. Nous avons rencontré un des membres de la commission de la rédaction de la charte de transition de 2014 afin d'identifier les forces et les faiblesses de la charte en question. Simon-Pierre Douamba, membre de la commission de la rédaction de la charte de transition 2014, est au micro de Michael Tougui. En 2014, au compte du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, il faisait partie de l'équipe de rédaction de la charte de transition. Une équipe composée de plusieurs personnes avec divers profils dont la mission était de proposer les grandes lignes de la transition. Des tentatives de contrôler, voire même d'influencer la transition de 2014 par les différentes parties prenantes a été l'un des points faibles, reconnaît l'analyste politique Simon-Pierre Douamba. Des enseignements à tirer pour éviter les erreurs de la transition de 2014. Au niveau des acteurs politiques, c'était l'ex-majorité, l'ex-opposition qui était maintenant aux affaires. Et il y avait également les organisations de la société civile qui étaient au-devant de l'insurrection. Il y avait l'armée. Donc chaque composante, avec des manœuvres, voulait contrôler la transition. Je pense que ça a été une des faiblesses qui a pu répercuter sur l'ensemble de ce que nous avons pu observer au niveau de cette transition qui avait été adoptée le 13 novembre. La transition de 2014, à travers sa charte, en son article 17, explique Simon-Pierre Douamba, avait rédigé des textes qui prennent en compte les aspirations du peuple. Pour cette nouvelle charte de transition 2022, les aspirations des Burkinabés n'ont pas changé. Il faut donc une large concertation de tous les acteurs afin de produire un document de portée consensuelle pour une refondation du Burkina Faso. Quand vous regardez la liste, il y a une domination des anciens chercheurs. Donc vous voyez que la plupart des anciens ne sont pas dans la pratique. Donc il serait intéressant qu'ils puissent recueillir des opinions des acteurs qui sont dans la pratique au niveau de l'administration, au niveau des organisations de la société civile, au niveau de tous les autres partenaires de la vie de la nation.
Selon le chargé de suivi et évaluation au CGD, la charte de transition en 2014 avait défini les grandes orientations. Mais après les élections de 2015, les grandes lignes directrices qui étaient la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale n'ont pas été une priorité pour le régime Roch-Marc Christian Kaboré. En termes d'écriture, le contenu, il était vraiment efficace. Et d'ailleurs, le Burkina Faso, nous avons de beaux textes, mais c'est dans l'application qu'on a trouvé des difficultés en fait. Il y a eu des avancées, il y a eu des idées qui ont été annoncées. Dans la charte, par exemple, l'article 17 qui demandait quand même la mise en place de la Commission nationale de réconciliation, qui était un instrument qui allait proposer une refondation, une nouvelle vision de notre État. Malheureusement, ces idées-là n'ont pas été prises en compte par les autorités qui sont venues après. Pour cette charte de 2022, les grandes orientations restent la lutte contre les groupes armés, la corruption, l'accès aux services sociaux de base et un devoir de moralisation de la société burkinabé, y compris les acteurs politiques, dira Simon-Pierre Douamba, membre de la commission de rédaction de la charte de transition en 2014. Aussi avons-nous profité de la disponibilité de Simon-Pierre Douamba, analyste politique, pour avoir son regard sur un sujet plutôt controversé au sein de la société. Faut-il, oui ou non, écarter les acteurs politiques de cette transition? L'analyste politique vous donne son point de vue dans ses explications que nous vous invitons à découvrir. Michael Tougri. Que ce soit les OSC, que ce soit d'autres sensibilités, il faut les intégrer pour qu'on ait des réformes inclusives. Tout ce qui n'était pas bien dans la mise en œuvre de l'action politique, qu'on puisse les corriger ensemble. Et j'ai proposé des pistes de correction. Parmi ces pistes de correction, c'est la lutte contre la corruption, le contrôle de budget de campagne. C'est également l'éducation même des citoyens au vote et à l'intérêt général. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'écarter des politiques. Ça peut être une idée populaire aujourd'hui, quand on dit qu'on va écarter les politiques, parce que chacun cherche un bouc émissaire. Si ça ne va pas au Burkina aujourd'hui, ce sont les politiques. Mais moi qui ne pars pas à l'école à l'heure, moi qui brûle le feu, moi qui, dans mon entreprise, fait de la corruption. Donc, est-ce que ce sont les politiques qui y sont? Parce que si on continue de chercher des boucs émissaires, on ne va pas résoudre notre situation. Il faut un diagnostic clair. Les politiques font partie du problème. L'armée également fait partie du problème. Est-ce qu'on doit écarter l'armée? Parce que ce qu'on a vécu là, l'armée aussi fait partie du problème. C'est parce que au niveau du commandement, ça ne marchait pas qu'ils ont voulu prendre. Mais est-ce qu'on a écarté l'armée? Non. Donc pourquoi vouloir écarter les politiques? C'est de mettre en place des garde-fous pour que la transition ne soit pas prise en otage par des politiques, mais pas les refuser leur droit de contribuer, de participer à la vie de la nation. Parce que la transition, comme je l'ai dit, a une fin et nous devons repartir sur l'ordre normal. Et l'ordre normal est dirigé par des acteurs politiques. L'initiative de soutien au peuple malien ISPM poursuit son plaidoyer auprès de la CEDEAO en faveur du Mali. En fin de matinée de ce mardi, les membres de l'ISPM ont rencontré les responsables de la représentation de la CEDEAO à Ouagadougou. Ils ont fait le point de l'impact des sanctions de l'institution sur le peuple malien et ont demandé, à défaut de lever toutes les punitions, au moins quelques-unes. Toutes les précisions de cette rencontre dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO infligées au Mali impactent déjà le vécu de la population. Selon l'initiative de soutien au peuple malien ISPM, les prix des produits de première nécessité ont connu une augmentation depuis l'application de ces sanctions. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit le sucre, que ce soit le lait, le minimum d'inflation c'est 30%. Et quand nous avons fait le communiqué, c'était autour du 25 janvier. Aujourd'hui, quelle est la situation que nous traversons? Voilà pourquoi nous invitons les peuples, quand les chefs d'État s'asseyent dans des couloirs climatisés pour prendre des décisions et proclamer des fermetures de frontières, il faut que les peuples limitrophes là s'engagent et agissent de façon ferme et sacrificielle. Il faut qu'on s'engage et aller dire à nos frères douaniers, militaires, gendarmes, policiers qui sont à ces frontières-là, il faut laisser les produits circuler. Et pour
Pour venir à bout des difficultés que vivent les populations dans ce pays, l'ISPM dans les locaux de la CEDEAO au Burkina Faso demande la levée des sanctions qui pèsent sur la population malienne. Le dégel des avoirs du peuple malien dans les institutions financières et la levée de tout obstacle sur la jouissance des droits fondamentaux des Maliens. Notre propos s'articule essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'interpeller la CEDEAO à s'assumer pleinement devant l'histoire afin que ce soit véritablement une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. Si la CEDEAO veut véritablement éviter les coups d'État, l'apparition spontanée des militaires sur la scène politique, c'est de faire en sorte à s'assumer véritablement, à faire en sorte que la gouvernance soit vertueuse, que les chefs d'État soient des exemples, qu'il n'y ait pas de tripatouillage constitutionnel, que les revenus au niveau national, il y ait un partage équitable pour que les populations puissent vivre de façon très décente. L'initiative de soutien au peuple malien lancée officiellement le 18 janvier regroupe des personnes de tous bords. Elle ambitionne entre autres exhorter la société civile malienne à parler d'une seule même voix, œuvrer à obtenir le dégel des avoirs du peuple malien et rechercher la levée des obstacles sur la jouissance des droits fondamentaux de ce peuple. Nouvelle charge contre la France du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga à la primature où il recevait les diplomates accrédités à Bamako. Il a notamment accusé Paris d'avoir cherché la partition du Mali. Il a par ailleurs fait part des réserves de son pays quant à la force européenne Takuba chargée de lutter contre les djihadistes dans le Sahel avant de critiquer une nouvelle fois les sanctions de la CEDEAO contre son pays. Répondre par quelques mots. Les tensions entre Bamako et Paris se poursuivent. Ce lundi, devant des diplomates en poste dans son pays, le Premier ministre malien a accusé la France d'avoir œuvré à la partition du Mali à travers son engagement militaire. Choguel Kokala Maïga n'est cependant pas allé jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. On se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Les autorités maliennes accusent l'ancienne puissance coloniale française d'avoir instrumentalisé la CEDEAO, l'organisation des États ouest-africains. Cette dernière a imposé début janvier au Mali des sanctions soutenues notamment par Paris. La crise diplomatique se poursuit donc après l'expulsion de l'ambassadeur français en poste à Bamako la semaine dernière. Le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée, effectue depuis lundi une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Après un échange avec le chef d'état-major ivoirien des armées et le ministre de la Défense, le haut gradé français s'est rendu à Jacquesville pour visiter les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée en juin dernier, une école militaire qui vise à renforcer l'autonomie des forces ivoiriennes pour lutter contre la menace djihadiste de plus en plus réelle en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nommé il y a tout juste 1 an, le chef d'état-major français a effectué sa première visite en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, il s'est rendu à Jacquesville, situé à l'ouest d'Abidjan, pour visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée il y a quelques mois. Face à l'avancée des djihadistes dans la région, la France et la Côte d'Ivoire ont créé cette école pour entraîner des militaires et former des fonctionnaires. Sa création a été voulue par le président français Emmanuel Macron, juste après les attentats de Grand Bassam en 2016. C'est l'armée ivoirienne qui a le lead, c'est le gouvernement ivoirien, c'est votre pays qui a le lead, et que bien évidemment nous on est en soutien. On a mis des instructeurs, il y a un adjoint qui est ici et qui appuie. Mais le but c'est d'aller vers plus d'autonomie. En pleine crise diplomatique entre Bamako et Paris, le chef d'état-major n'a évidemment pas pu éviter les questions sur la présence contestée de l'armée française au Mali. D'accord. Oui, en fait, au Mali, les massacres répétés que produisent les terroristes, massacrer des villageois, dans l'absolu, c'est pas gagner le cœur des populations. Et pour autant, par ce message-là, finalement, ils arrivent à affaiblir les gouvernements en place et finalement
réduire et un peu, comme vous l'avez dit, en fait, développer le sentiment contre l'armée française. Ça veut dire que nous aussi, on doit être capable de communiquer, de montrer ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'armée française, comme l'armée ivoirienne, comme les armées africaines, on doit progresser dans ce domaine-là. Dans un contexte diplomatique de crise entre Paris et Bamako, un débat aura lieu devant l'Assemblée nationale française le 22 février prochain sur l'engagement militaire du pays au Sahel. Il a été prouvé que le rire est thérapeutique. Cela tombe bien pour ceux qui ont fait le déplacement du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel à Sénaza à Ouagadougou ce 5 février pour suivre le one-man show de Pizarro. Durant 1 heure, l'humoriste a fait pleurer de rire à ses fans. Pour les organisateurs, la soirée était d'autant plus belle que la tenue de l'événement s'annonçait difficile. Retour sur cette ambiance avec Béranger Zambelongo et Séverin Hamza Kabouri. L'ambassadeur Pizarro a réussi le pari de l'acte 3 de son one-man show avec une prestation fort appréciée par le public venu nombreux à cet effet. Pour la levée du rideau dans la salle mythique du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel Sénaza, les amoureux du rire ont eu droit à diverses prestations des jeunes débutants dans le métier. C'est pas votre prénom, Manu Soulé. Selon l'ambassadeur Pizarro, ce spectacle est une sorte de remerciement à Dieu. Je suis vraiment satisfait. Bon, dire que je suis satisfait, c'est au public de juger. Voilà, pour moi, tout est grâce. Dieu m'a fait grâce. Franchement, j'ai tenu ce jour. C'était pas évident, mais Dieu était au contrôle. Et merci. Je le dis tantôt, il ne s'agit pas d'un one-man show de remplir la salle. Nous voulons vraiment remplir la salle. On peut avoir 2 ou 3 publics qui te font voyager. C'est ça l'essentiel, que Dieu vraiment amène des personnes qui puissent nous accompagner dans nos différentes activités humoristiques. L'humoriste Noélie Konseiga, qui a participé à ce one-man show, n'a pas caché sa satisfaction au terme de ce spectacle. Bon, j'ai trouvé le travail impeccable parce que 1 heure de temps sur la scène, c'est pas facile. Voilà, j'ai bien aimé. Je dis merci aussi à Pizarro qui nous a permis, nous aussi, en tant que jeunes humoristes, voilà, de monter sur scène. Même si cela a été une réussite, ce one-man show de plus d'1 heure a été effectif après beaucoup de difficultés organisationnelles, nous explique le metteur en scène Yacouba Belem. Ce n'était pas facile puisque dans l'heure déjà, son programme et mon programme étaient mélangés, mais on s'arrivait à s'entendre et les heures de répétition se retrouvaient. Et à chaque arrêt, il y avait des corrections. Bon, l'artiste aussi, bon. Il y avait, je peux dire, des parfaits communions entre lui et puis le metteur en scène, puisqu'on arrivait à échanger, on se comprenait. Et avec les musiciens aussi, ça passait. La satisfaction, d'abord, c'est le public. Si le public a aimé, c'est que nous, on est satisfaits. Sidibé Ibrahim dit Pizarro donne rendez-vous à son public l'année prochaine en 2023 pour l'acte 4 de son one-man show. Fin de cette session, ne nous quittons pas sans notre petit voyage touristique. Je vous amène au Sénégal, dont la faune et la flore constituent une véritable richesse. Le parc national de Djoud est le sanctuaire d'oiseaux le plus important au monde. Sur 60 000 hectares, le lieu est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il fait cohabiter des milliers d'oiseaux et d'animaux. Ce site magique est situé à une 60aine de kilomètres au nord de la ville de Saint-Louis. Il est ouvert de novembre à juin. Pensez-y pour vos prochaines vacances. Je vous donne rendez-vous demain 20h sur le même canal. Bonsoir.